Thomas Hartwell ajusta sa ligne de pêche pour la dernière fois cette saison, regardant les eaux calmes du lac Windermere. 16 ans à pêcher au même endroit, et aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Quand la ligne se coinça, il tira fort espérant libérer l'hameçon. Mais ce qui émergea des eaux sombres n'était pas un poisson. C'était une voiture bleue, entière, préservée par le lac pendant 16 longues années. Et à l'intérieur, les réponses qu'une mère désespérée cherchait depuis 1984. Thomas lâcha sa canne à pêche et courut vers le téléphone, sachant qu'il venait de découvrir ce qui était arrivé à David et Emma Harper. Mais la vérité sur qui les avait mis dans cette voiture serait encore plus choquante que quiconque pouvait l'imaginer. Le soleil matinal se reflétait doucement sur les eaux calmes du lac Windermere quand Thomas Hartwell lança sa ligne de pêche pour la dernière fois cette saison. À 58 ans, le pêcheur retraité avait choisi ce coin isolé du lac pour ses adieux avant l'hiver rigoureux qui approchait en octobre 2000. Thomas ajusta son chapeau de pêcheur et vérifia l'hameçon une fois de plus. 16 ans à pêcher à ce même endroit, et aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'eau était plus claire que d'habitude, révélant des profondeurs qu'il pouvait rarement voir. « Dernier jour de la saison, vieux poisson », murmura-t-il pour lui-même, souriant. « Faites que ça vaille le coup. » La ligne s'enfonça doucement, et Thomas s'installa dans sa chaise pliante, observant les montagnes lointaines qui encadraient le lac. C'était l'un des plus beaux endroits d'Angleterre, et il se sentait chanceux d'y avoir grandi. Après 40 minutes sans aucune touche, Thomas décida de changer d'appât. Il était en train de remonter la ligne quand il sentit une résistance étrange. Ce n'était pas un poisson, c'était quelque chose de lourd, solide, qui semblait coincé au fond. « Que diable !» grommela-t-il, tirant plus fort. La ligne se tendit dangereusement, menaçant de se rompre. Thomas ajusta sa position et commença à remonter lentement, utilisant toute son expérience pour ne pas casser l'équipement. Quoi que ce soit, c'était très profond et très lourd. Les minutes passèrent. Sa respiration devint haletante avec l'effort, mais quelque chose en lui disait de ne pas abandonner. C'était comme si le lac révélait enfin l'un de ses secrets. Puis il le vit. D'abord, ce fut juste un éclat métallique à travers l'eau sombre. Ensuite, tandis qu'il continuait à tirer, une forme reconnaissable émergea lentement des profondeurs. Thomas lâcha la canne et courut jusqu'au bord de l'eau, incrédule. C'était une voiture entière, bleu foncé, couverte d'algues et de vases, mais parfaitement préservée par les eaux froides du lac. « Mon Dieu !» chuchota-t-il, les mains tremblantes. « Mon Dieu du ciel !» Thomas courut vers son van et prit le téléphone portable que sa fille avait insisté pour qu'il emporte. Avec des doigts tremblants, il composa le 999. « Urgence, quel est votre problème ?» répondit l'opératrice. « J'ai trouvé une voiture dans le lac, » bégaya Thomas. « Une voiture entière, submergée. Je pense depuis longtemps. Monsieur, pouvez-vous répéter plus lentement? Où êtes-vous exactement? » « Lac Windermere, extrémité nord, près de l'entrée d'Ambleside. J'étais en train de pêcher et j'ai remonté une voiture du fond. » Silence sur la ligne. « Monsieur, êtes-vous sûr que c'est une voiture ?» Thomas regarda à nouveau vers l'eau. Le véhicule était maintenant partiellement visible, sa forme indubitable même couverte d'années de sédiments aquatiques. « J'en suis absolument certain. Et d'après l'état, ça semble être là depuis très longtemps, beaucoup d'années. Restez où vous êtes, monsieur, nous envoyons des unités immédiatement. » Thomas raccrocha et s'assit sur l'herbe humide, fixant sa découverte. En toutes ces années de pêche dans ce lac, il n'avait jamais imaginé qu'il lançait des hameçons au-dessus d'un cimetière submergé. Le vent froid du matin le fit frissonner, mais il ne pouvait détacher ses yeux de la voiture. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette vision. La forme silencieuse émergeant des eaux sombres comme un fantôme du passé. 20 minutes plus tard, les sirènes commencèrent à résonner dans les montagnes. 3 voitures de police, une ambulance et un camion de pompiers s'approchèrent par la route de terre qui menait à ce point isolé du lac. L'inspecteur Richard Morrison fut le premier à descendre de voiture, un homme grand d'âge moyen avec une expression sérieuse. Il s'approcha de Thomas d'un pas décidé. « Êtes-vous celui qui a appelé ?» demanda Morrison, sortant un carnet de notes. « Oui, monsieur. Thomas Hartwell. J'étais en train de pêcher quand ma ligne s'est coincée dans... ça. » Il pointa vers l'eau.
Morrison suivit son regard et son expression changea immédiatement. Même de loin, il était impossible de ne pas reconnaître la silhouette d'un véhicule submergé. « Jésus-Christ », murmura l'inspecteur. « Depuis combien de temps pêchez-vous ici ?»« 16 ans chaque saison. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Morrison fit signe à ses hommes, qui commencèrent à border la zone avec du ruban jaune. Le plongeur de sauvetage se préparait déjà sur le rivage, vérifiant son équipement. « Monsieur Hartwell ?» dit Morrison, reportant son attention sur Thomas. « J'ai besoin que vous restiez ici quelques heures. Votre déclaration sera fondamentale pour notre enquête. » Thomas hocha la tête, encore en état de choc. Il regarda le plongeur entrer dans l'eau sombre, se dirigeant lentement vers la voiture submergée. La matinée tranquille de pêche s'était transformée en quelque chose qui changerait sa vie à jamais. En attendant, Thomas ne pouvait s'empêcher de penser. Depuis combien d'années cette voiture était-elle là? Et plus important, y avait-il quelqu'un à l'intérieur? Le plongeur Dave Sullivan émergea de l'eau après 20 minutes d'inspection, retirant son masque avec une expression sombre. L'inspecteur Morrison et toute l'équipe se rassemblèrent autour de lui, attendant le rapport. « C'est une Ford Escort bleue », annonça Sullivan, respirant encore difficilement. « Plaque d'immatriculation XM84 HDR. Elle est là-dessous depuis très longtemps, complètement couverte de sédiments. » Morrison nota rapidement. « Avez-vous pu voir l'intérieur » Sullivan hésita. « Il y a des squelettes humains à l'intérieur. 2, d'après ce que j'ai pu observer. Un sur le siège conducteur et un autre plus petit sur le siège passager. » Un silence lourd s'abattit sur le groupe. Thomas Hartwell sentit ses jambes faiblir et se rassit sur l'herbe. « Taille approximative des squelettes ?» demanda Morrison, gardant un ton professionnel malgré la gravité de la situation. Le conducteur semble être un adulte, possiblement masculin. Le passager est définitivement plus petit, peut-être un enfant ou un adolescent. Morrison radiota immédiatement le central. « Central ici, Morrison. J'ai besoin d'une identification urgente de la plaque XM84 HDR et envoyer l'équipe médico-légale spécialisée en récupération aquatique. » Pendant qu'ils attendaient la réponse, Morrison s'approcha à nouveau de Thomas. « Monsieur Hartwell, en toutes ces années de pêche ici, vous souvenez-vous de conversations sur des personnes disparues dans la région? Une affaire qui aurait attiré l'attention ?» Thomas se gratta la barbe grisonnante, pensif. « Eh bien, il y a longtemps, on parlait d'une famille qui avait disparu, mais c'était dans les années 80, je crois. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. »« Années 80 ?» Morrison s'intéressa. « Vous souvenez-vous de plus de détails ?»« C'était un père et sa fille, si je ne me trompe pas. Ils étaient repartis en voyage et ne sont jamais revenus. L'épouse et mère étaient dévastées, à chercher pendant des années. Mais comme je l'ai dit, c'était il y a très longtemps. » La radio de Morrison grésilla. « Inspecteur Morrison, la plaque XM84 HDR est enregistrée au nom de David Michael Harper, adresse à Manchester. Véhicule signalé disparu en septembre 1984. » Morrison sentit un frisson. 16 ans. La voiture était submergée depuis exactement 16 ans. « Centrale, j'ai besoin de tous les dossiers sur David Harper et toute affaire de personnes disparues liées à lui en 1984. » « Compris, inspecteur. Les dossiers sont en cours de récupération. » 2 heures plus tard, une opération complète était montée sur les rives du lac Windermere. Des grues spécialisées, des équipes de plongée médico-légales et des enquêteurs de Londres étaient arrivés pour aider à la récupération. Morrison reçut une enveloppe scellée avec les dossiers demandés. Il s'assit dans sa voiture et commença à lire, avec Thomas attendant anxieusement dehors. Le premier document était un rapport de police daté du 15 septembre 1984. Rapport de personnes disparues. Nom, David Michael Harper, 38 ans. Nom, Emma Louise Harper, 12 ans. Dernier contact, 12 septembre 1984. Circonstances. Père et fille partis de Manchester en voyage vers Lake District. Retour prévu le 14 septembre. Ne sont pas revenus. Épouse et mère, Margaret Harper, a signalé la disparition après 24 heures sans contact. Morrison continua à lire. L'affaire avait été extensivement enquêtée. David Harper était comptable, homme respecté sans antécédents criminels. Emma était étudiante exemplaire, adorée par tous ceux qui la connaissaient. Il n'y avait pas de raison apparente pour une disparition volontaire. L'enquête originale incluait des recherches terrestres dans tout Lake District,
vérification des hôtels, entretien avec famille et amis. Aucune piste concrète ne fut trouvée. L'affaire fut archivée comme disparition non résolue, après 2 ans d'enquête active. Morrison ferma le dossier et sortit de la voiture. Thomas était encore assis sur l'herbe, observant les opérations de sauvetage. « Monsieur Hartwell », appela Morrison, « vous venez de résoudre un mystère de 16 ans. » Thomas le regarda avec une expression confuse. La voiture appartenait à David Harper et sa fille Emma. Ils ont disparu en septembre 1984, en voyage ici, vers Lake District. La famille n'a jamais su ce qui s'était passé. « Mon Dieu », chuchota Thomas, « ils étaient ici tout ce temps. »« Exactement ici, sous les eaux où vous pêchiez. » Thomas sentit un nœud dans sa gorge. « La mère, l'épouse est-elle encore vivante ?» Morrison vérifia les dossiers. « Margaret Harper, dernière information de 1986. Nous allons la localiser. » À ce moment, la grue commença à soulever lentement la Ford Escort bleue des profondeurs du lac. L'eau sombre jaillissait du véhicule, tandis qu'il émergeait comme un fantôme du passé, apportant avec lui 16 ans de questions sans réponse. Thomas observa en silence, sachant que sa simple matinée de pêche avait changé à jamais la vie d'une femme qui attendait encore des réponses sur le sort de sa famille. La voiture se balançait doucement dans l'air, l'eau du lac s'égouttant, portant en son intérieur les restes mortels de David et Emma Harper, et possiblement les réponses que Margaret avait cherchées pendant plus d'une décennie. Dans sa modeste maison de Manchester, Margaret Harper, maintenant âgée de 58 ans, préparait le thé de l'après-midi quand le téléphone sonna. C'était un mardi ordinaire d'octobre 2000, et elle n'attendait ni visite ni appels importants. « Allô ?» répondit-elle de sa voix douce mais fatiguée par les années. « Madame Harper, ici l'inspecteur Richard Morrison, de la police de Cumbria. Pourriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît ?» Margaret sentit son cœur s'accélérer. Après 16 ans, elle avait appris à craindre les appels officiels, mais n'avait jamais complètement cessé de les espérer. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Sa voix trembla. « Oui, madame. Nous avons trouvé la voiture de votre mari dans le lac Windermere ce matin, et nous avons trouvé David et Emma. » Le téléphone glissa de la main de Margaret et tomba par terre. Elle s'appuya sur la table de cuisine, respirant difficilement. 16 ans d'incertitude, d'espoir et de désespoir alternés, de nuits sans sommeil, imaginant 1000 possibilités différentes. Elle reprit le téléphone avec des mains tremblantes. « Sont-ils ? Je suis désolé, Madame Harper. Ils n'ont pas survécu. Mais maintenant, nous pouvons apporter les réponses que vous cherchiez depuis tant d'années. » Margaret s'effondra sur la chaise de cuisine, les larmes coulant silencieusement sur son visage. C'était la fin d'une attente torturante, mais aussi la confirmation de ses pires craintes. « Comment ?» réussit-elle à demander. « Nous enquêtons encore. Nous aurons besoin que vous veniez à Windermere pour identification formelle et pour nous aider avec quelques détails de leur voyage. J'y vais tout de suite. » Margaret raccrocha et regarda autour de sa cuisine. Sur le réfrigérateur, il y avait encore la photo de David et Emma qu'elle regardait chaque matin depuis 16 ans. David souriant avec sa moustache caractéristique, Emma avec ses cheveux blonds et son sourire espiègle à 12 ans. Elle courut vers la chambre et prit une petite valise, y jetant quelques vêtements sans beaucoup de soin. Ses mains tremblaient tellement qu'elle arrivait à peine à fermer les fermetures éclairs. En route vers Lake District, conduisant sur la même route que David avait parcourue pour la dernière fois en septembre 1984, Margaret se rappela chaque détail de ce voyage maudit. C'était censé être une aventure père-fille. Emma venait de commencer le collège et était stressée par les changements. David avait suggéré un voyage de 3 jours à Lake District, quelque chose qu'il faisait toujours pendant les vacances familiales. Mais cette fois, ce serait spécial, juste eux deux. « Nous allons camper comme de vrais explorateurs », avait dit David à Emma qui s'était enthousiasmée pour l'idée. Margaret était restée à la maison pour s'occuper de sa mère âgée, qui était malade. Elle se souvenait parfaitement du matin du 12 septembre, quand ils étaient répartis. « Prenez soin de vous », avait-elle dit, embrassant d'abord Emma, puis David, « et appelez quand vous arrivez. » David avait ri. « Tu t'inquiètes trop, Maggie. Nous serons de retour dimanche soir avec des milliers d'histoires à raconter. » Mais l'appel n'arriva jamais. Et eux non plus. Margaret avait passé 2 jours à essayer de les contacter, appelant hôtel, camping, même la police locale. Le 3e jour, quand ils auraient dû revenir,
elle n'en pouvait plus et conduisit jusqu'à Windermere pour les chercher personnellement. Elle trouva le camping où ils s'étaient enregistrés. L'employé confirma que David et Emma étaient arrivés le 12, avaient monté leur tente et étaient repartis pour une randonnée le matin du 13. Ils ne furent plus jamais vus. L'enquête qui suivit fut intense, mais infructueuse. Les équipes de recherche fouillèrent tous les sentiers, grottes et zones de camping. Les plongeurs vérifièrent petits lacs et ruisseaux. Les hélicoptères survolèrent toute la région pendant des semaines. Rien. Margaret avait vendu la grande maison où il vivait et déménagé dans une plus petite, plus simple. Elle avait utilisé toutes les économies pour engager des détectives privés, mettre des annonces dans les journaux, offrir des récompenses. Elle visitait Windermere à chaque anniversaire de la disparition, parlait avec les gens du coin, distribuait des photos. Pendant 5 ans, elle vécut dans l'espoir qu'il pouvait être vivant quelque part, peut-être avec amnésie, peut-être enlevé. Puis, graduellement, elle accepta qu'ils étaient probablement morts, mais avait encore besoin de savoir comment et où. Maintenant, enfin, elle aurait ses réponses. Elle arriva à Windermere au coucher du soleil. Le lieu était cerné de rubans de police, illuminé par de puissants projecteurs. Plusieurs véhicules de police étaient garés, et des équipes techniques travaillaient encore sur la Ford Escort bleue, maintenant sur la terre ferme, l'eau du lac s'égouttant. L'inspecteur Morrison la reçut personnellement. « Madame Harper, je suis désolé pour vos pertes, mais je veux que vous sachiez que maintenant nous pourrons leur donner le repos qu'ils méritent. » Margaret hocha la tête, incapable de parler. Elle s'approcha lentement de la voiture. La même Ford Escort bleue que David avait achetée 2 ans avant la disparition, dont il était si fier. « Comment ?» réussit-elle finalement à demander. « Comment ont-ils fini dans le lac ?» Morrison la guida loin de la voiture. « Nous enquêtons encore, madame, mais il y a des indices que ce n'était pas un accident. » Margaret le regarda avec une expression de choc. « Que voulez-vous dire ? Les premières analyses suggèrent que quelqu'un a conduit la voiture délibérément dans le lac et que David et Emma n'étaient peut-être pas conscients quand c'est arrivé. Le lendemain matin, l'autopsie préliminaire des restes mortels de David et Emma Harper révéla des informations troublantes qui changèrent complètement le cours de l'enquête. Dr Sarah Collins, médecin légiste expérimenté, appela l'inspecteur Morrison pour une conversation privée dans son laboratoire. « Inspecteur, j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir, dit-elle, ajustant ses lunettes en observant les résultats des tests. Il y a des traces d'une substance sédative dans les os des 2 victimes. Morrison se pencha en avant. « Sédative ? Quel type ? » « Rohypnol, une drogue qui cause inconscience rapide et amnésie temporaire. Elle était moins connue en 1984, mais existait déjà et était utilisée dans des cas de... dans des cas de crimes prémédités. Donc ils ont été drogués avant d'être placés dans la voiture ? Il semblerait, et il y a plus. » Dr Collins prit un autre rapport. « La voiture n'est pas entrée dans l'eau par accident. Nous avons trouvé des preuves qu'elle a été conduite délibérément dans le lac, mais pas par David Harper. » Morrison fronça les sourcils. « Comment pouvez-vous en être sûr ? L'angle d'entrée dans l'eau, la position des corps, et surtout ceci. » Elle montra une photo. Il y avait des cordes attachant les poignets de David. Il était inconscient et attaché quand la voiture est entrée dans le lac. « Jésus-Christ, » murmura Morrison. « Nous parlons de double meurtre. »« Double homicide prémédité, » confirma Dr Collins. « Whoever did this planned everything carefully. » Morrison quitta le laboratoire l'esprit bouillonnant. Il appela immédiatement son équipe. « Réunion d'urgence dans 1 heure. Cette affaire vient de devenir une enquête pour homicide multiple. » Pendant ce temps, Margaret Harper était à l'hôtel local, incapable de dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait David et Emma piégés dans cette voiture, coulant dans les eaux sombres du lac. Vers 10 heures du matin, Morrison arriva à l'hôtel pour mettre Margaret au courant des développements. « Madame Harper, je dois vous poser quelques questions difficiles sur David et Emma. Nous avons découvert qu'ils ont été assassinés. » Margaret pâlit. « Assassinés ? Par qui ? Pourquoi ? Nous ne savons pas encore. C'est pourquoi j'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre qui pourrait avoir des motifs de leur faire du mal. » Margaret s'assit lourdement dans le fauteuil de la chambre d'hôtel. David n'avait pas d'ennemis. C'était un comptable, homme calme, dévoué à sa famille. Et Emma n'était qu'une enfant de 12 ans. Un client mécontent, des problèmes financiers, des dettes de jeu.
Rien de tout cela. Margaret secoua la tête emphatiquement. David était méticuleux avec l'argent, n'a jamais eu de problèmes avec les clients. Il était admiré par tous. Morrison notait tout soigneusement. Et le voyage? C'était l'idée de qui? De David. Emma était anxieuse avec le début des cours et il pensait qu'une aventure père-fille serait bonne pour elle. Avaient-ils l'habitude de voyager seuls à Lake District? Non, nous y allions toujours ensemble. C'était la première fois que David emmenait Emma seule. Morrison arrêta d'écrire. La première fois? Quelqu'un le savait-il? Margaret réfléchit un moment. Eh bien, David l'avait mentionné au bureau et probablement dit à quelques amis. C'était une occasion spéciale. Il était enthousiaste. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui savaient pour le voyage. Pendant que Margaret établissait une liste, Morrison sentait qu'ils approchèrent de quelque chose d'important. Si quelqu'un savait que David et Emma seraient seuls à Lake District ce week-end spécifique, ils auraient pu planifier l'attaque. 3 heures plus tard, Morrison avait une liste de 15 personnes qui savaient pour le voyage. Collègues de travail de David, voisins, quelques amis de famille et les employés du camping où il séjournait. « Commençons par le bureau, dit Morrison au sergent Williams. Je veux l'historique complet de tous les collègues de David Harper. » Au bureau comptable Harper & Associates à Manchester, Morrison découvrit que David était associé minoritaire de l'entreprise. L'associé principal était Gerald Foster, homme de 45 ans qui travaillait avec David depuis 8 ans. « David était mon meilleur ami, dit Foster quand il fut questionné. Je ne peux pas croire que quelqu'un ferait du mal à lui et à la petite Emma. Comment était la situation financière de l'entreprise en 1984 demanda Morrison. Foster hésita légèrement. Eh bien, nous avions quelques gros clients, tout était normal. Morrison nota l'hésitation. Monsieur Foster, c'est une affaire d'homicide. J'ai besoin de la vérité complète. Foster soupira. Écoutez, il y a eu un petit problème. David a découvert quelques irrégularités dans un des comptes que je gérais. Rien de sérieux, juste quelques ajustements que j'ai faits pour aider un client en difficulté. Quel type d'irrégularité? Manipulation de chiffres pour éviter les impôts. David était contrarié, dit que c'était contraire à l'éthique. Nous avons eu une discussion à ce sujet. Morrison se pencha en avant. Quand a eu lieu cette discussion? 1 semaine avant son voyage. Et comment s'est-elle terminée? Foster sembla mal à l'aise. David a dit qu'il devait réfléchir à l'avenir de notre partenariat. J'étais inquiet qu'il puisse me dénoncer ou dissoudre la société. Morrison sentit son sang couler plus vite. Monsieur Foster, où étiez-vous le week-end du 12 au 14 septembre 1984? Je ne me souviens pas exactement. C'était il y a si longtemps. Alors j'aurais besoin que vous veniez avec nous pour faire une déposition formelle. Gerald Foster fut emmené pour interrogatoire au commissariat de Manchester l'après-midi du mercredi. Morrison et le sergent Williams préparèrent soigneusement leurs questions, sachant qu'ils n'avaient qu'une chance d'extraire la vérité. Foster était nerveux, transpirant malgré la climatisation. Ses mains tremblèrent légèrement quand il prit le verre d'eau offert. « Monsieur Foster, » commença Morrison calmement, « revoyons les faits. David Harper a découvert des irrégularités dans vos comptes 1 semaine avant de disparaître. Vous avez discuté de cela. Il a menacé de dissoudre le partenariat. Correct? Oui, mais je ne ferai jamais de mal à David. Nous étions amis depuis des années. Alors aidez-nous à comprendre ce qui s'est vraiment passé ce week-end. Foster respira profondément. J'étais désespéré. Si David me dénonçait, je perdrais tout. Ma licence professionnelle, ma réputation, ma famille. Williams notait chaque mot. Continuez. Je savais que David avait emmené Emma à Lake District. Il l'avait mentionné au bureau, était enthousiasmé par le voyage père-fille. Morrison se pencha en avant. Et alors? J'ai conduit là-bas le samedi. Je n'allais rien faire de mal, je jure. Je voulais juste lui parler, le convaincre de ne pas me dénoncer. Comment avez-vous su où les trouver? David avait mentionné le camping familial favori près de Windermere. J'ai demandé à la réception et ils ont confirmé que David et Emma y séjournaient. Foster s'arrêta, essuyant la sueur de son front. « Que s'est-il passé quand vous les avez trouvés ?» pressa Morrison. « Je les ai vus revenir d'une randonnée le dimanche matin. J'ai appelé David, dit que nous devions parler. Emma jouait près du camping pendant que nous parlions. Et la conversation? Foster avala difficilement. David était inflexible. Il a dit que j'avais trahi sa confiance, qu'il ne pouvait plus travailler avec moi.
Il a dit que le lundi matin, il irait voir les autorités fiscales. Comment avez-vous réagi à cela? J'ai supplié. J'ai dit que j'avais une famille, de petits-enfants. Mais David ne voulait pas écouter. Il a dit que les crimes financiers étaient des crimes, indépendamment des circonstances. Morrison attendit en silence, laissant Foster continuer. J'étais désespéré. J'avais apporté des somnifères dans la voiture. J'avais eu de l'insomnie à cause des problèmes. Et alors j'ai eu une idée terrible. William s'arrêta d'écrire et regarda directement Foster. J'ai invité David et Emma à déjeuner avec moi dans un restaurant que je connaissais. J'ai dit que je voulais faire mes adieux convenablement, sans rancune. David a accepté. Il a toujours été un gentleman. Et alors? Au restaurant, j'ai mis les comprimés dans leur boisson. Rohypnol, je l'avais obtenu pour essayer de dormir, mais j'ai découvert que ça marchait pour d'autres choses. Morrison sentit la nausée. Vous avez drogué une enfant de 12 ans. Je ne pensais pas clairement, protesta Foster. J'étais désespéré. J'ai pensé que s'il disparaissait pendant quelques jours, j'aurais le temps de résoudre les problèmes financiers avant que David puisse me dénoncer. Mais ce n'était pas ce que vous planifiez, n'est-ce pas? Foster commença à pleurer. Ils se sont évanouis au restaurant. J'ai dit aux serveurs qu'ils étaient malades, que je les ramènerais au camping. J'ai porté tous les deux dans la voiture de David. Je savais où ils gardaient les clés. Et après? Je les ai mis dans la voiture. Emma était complètement inconsciente et David semi-conscient. J'ai attaché ses poignets pour être sûr qu'il ne se réveillerait pas et n'essaierait pas de s'enfuir. Morrison sentait une répulsion croissante. Et puis vous avez conduit la voiture dans le lac. Je ne voulais pas les tuer, cria Foster. Je voulais juste qu'ils disparaissent un moment. Mais quand je suis arrivé au bord du lac, j'ai réalisé que s'ils se réveillaient dans l'eau, alors vous avez décidé de les noyer délibérément. Foster baissa la tête, sanglotant. Je suis entré dans la voiture. J'ai mis la première vitesse et j'ai sauté au dernier moment. La voiture a roulé directement dans le lac. Avec David et Emma inconscients à l'intérieur. Je suis resté à regarder jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement. Puis j'ai marché jusqu'où j'avais laissé ma propre voiture, environ 2 kilomètres plus loin. Morrison se leva brusquement. « Gerald Foster, vous êtes en état d'arrestation pour le double homicide de David Michael Harper et Emma Louise Harper. » Foster ne résista pas quand les menottes furent mises. Il continua à pleurer pendant qu'on lui lisait ses droits. « Où est la clé ?» demanda Williams. « Quelle clé ?»« La clé de la voiture de David. Vous avez dû la garder. » Foster hésita. « Elle est enterrée dans mon jardin, sous le rosier près de la clôture. » Morrison appela immédiatement l'équipe de recherche. 1 heure plus tard, la clé de la Ford Escort de David Harper fut trouvée exactement où Foster avait indiqué, confirmant sa confession. Ce soir-là, Morrison alla personnellement informer Margaret Harper de la résolution de l'affaire. « C'était Gerald Foster, dit-il doucement, l'associé de David au bureau. » Margaret resta silencieuse pendant un long moment. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « L'argent. » David avait découvert que Foster commettait des fraudes fiscales et menaçait de le dénoncer. « Donc il a tué mon mari et ma fille pour de l'argent ?» Morrison hocha la tête gravement. « Je suis désolé, Madame Harper, mais maintenant nous avons la justice. Foster a été arrêté et sera jugé pour meurtre au 1er degré. » Margaret pleura silencieusement. 16 ans de doute et d'espoir avaient enfin une réponse, aussi douloureuse soit-elle. 6 mois plus tard, en avril 2001, le procès de Gerald Foster commença au tribunal de Manchester. Margaret Harper était présente tous les jours, assise au premier rang, déterminée à voir justice rendue pour David et Emma. Foster avait avoué complètement, mais son avocat plaidait pour homicide involontaire au lieu de volontaire, alléguant que son client était sous stress émotionnel extrême et n'avait pas vraiment l'intention de tuer les victimes. Le procureur James Richardson n'était pas d'accord. Dans son discours d'ouverture, il peignit un tableau dévastateur des derniers moments de vie de David et Emma Harper. « Mesdames et messieurs les jurés, » dit Richardson, marchant lentement devant le jury, « Gerald Foster n'a pas commis un crime passionnel. Il a planifié méthodiquement l'assassinat d'un homme intègre et de sa fille innocente pour couvrir ses propres crimes financiers. » Richardson détailla comment Foster avait acquis le Rohypnol à l'avance, comment il avait délibérément choisi le moment où David était seul avec Emma, loin de chez eux et de l'aide. « Cet homme, »
continua le procureur, pointant Foster, a drogué une enfant de 12 ans, a attaché un père inconscient, et puis a froidement conduit cette voiture dans les eaux sombres du lac Windermere, sachant que David et Emma mouraient noyés. Pendant 3 semaines, des témoins furent appelés. Thomas Hartwell, le pêcheur qui découvrit la voiture, témoigna de sa découverte choquante. Dr Sarah Collins expliqua au jury comment les preuves médico-légales prouvaient la préméditation. Le moment le plus émouvant vint quand Margaret Harper fut appelée à témoigner. Avec une voix ferme mais chargée d'émotion, elle parla du mari et de la fille qu'elle avait perdue. « David était un homme honnête, dit-elle, regardant directement Foster. Et il faisait ce qui était juste, même quand c'était difficile. Emma avait toute la vie devant elle. Elle voulait être vétérinaire, adorait les animaux. » Margaret fit une pause, essuyant ses larmes. 16 ans à attendre des réponses. 16 ans sans savoir s'ils souffraient, s'ils pensaient à moi dans leurs derniers moments. Maintenant, je sais qu'ils ont souffert à cause de la cupidité d'un homme que David considérait comme un ami. Foster pleura pendant tout le témoignage de Margaret, mais ne la regarda pas une seule fois. Quand vint le tour de la défense, l'avocat de Foster essaya d'humaniser son client. Il appela l'épouse de Foster, qui témoigna du stress financier que la famille traversait en 1984. « Gérald était désespéré, dit-elle. Il ne dormait pas depuis des semaines, avait peur de tout perdre. Ce n'était pas l'homme que je connaissais. » Mais le procureur Richardson contre-attaqua efficacement. Le stress ne justifie pas l'assassinat d'enfants innocents. Gerald Foster avait d'autres options. Il pouvait confesser ses crimes fiscaux, déclarer faillite, faire face aux conséquences de ses actions comme un homme adulte. Au lieu de cela, il a choisi de tuer. Pendant son propre témoignage, Foster essaya de montrer du remords. « Je ne voulais pas qu'il meure, sanglota-t-il. J'essayais juste de protéger ma famille. » « Mensonge, répondit Richardson pendant l'interrogatoire. Vous avez acheté les comprimés 2 semaines à l'avance. Vous avez suivi David jusqu'à Lake District. Vous avez planifié chaque détail. Ce n'était pas du désespoir, c'était un meurtre prémédité. » Le jury délibéra seulement 4 heures avant de revenir avec le verdict. Coupable de double homicide au 1er degré. Quand la sentence fut lue, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans, Margaret sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Justice avait été rendue, mais David et Emma ne reviendraient jamais. Après le procès, Margaret rencontra Thomas Hartwell dans le couloir du tribunal. Le vieux pêcheur avait suivi tout le processus, se sentant responsable d'avoir donné à la famille les réponses dont elle avait besoin. « Merci, dit Margaret simplement, embrassant l'homme qui avait changé sa vie. Merci de les avoir trouvés. » Thomas, ému, répondit « Je ne faisais que pécher, madame, mais je suis heureux qu'ils puissent enfin reposer en paix. » 3 mois plus tard, Margaret organisa des funérailles appropriées pour David et Emma. 16 ans après leur disparition, ils furent enfin enterrés au cimetière de Manchester, où Margaret pouvait les visiter quand elle le voulait. Le jour des funérailles, plus de 200 personnes vinrent, collègues, amis, voisins, et même des gens qui avaient seulement suivi l'affaire dans les nouvelles. Thomas Hartwell était là, ainsi que l'inspecteur Morrison et toute son équipe. Pendant le service, Margaret parla une dernière fois de David et Emma. « Mon mari était un homme de principe. Il est mort parce qu'il a refusé de composer avec la malhonnêteté. Ma fille est morte parce qu'elle était au mauvais endroit, avec la bonne personne, au mauvais moment. Mais maintenant ils sont ensemble à nouveau et je sais où les trouver. » Margaret vendit la maison de Manchester et déménagea dans un cottage près du lac Windermere. Non par morbidité, mais parce qu'elle sentait que c'était là que David et Emma avaient passé leurs derniers moments heureux ensemble, avant que tout change. Elle devint bénévole dans des organisations qui aidaient les familles de personnes disparues, utilisant son expérience pour offrir soutien et espoir. Thomas Hartwell ne pêcha plus jamais à cet endroit spécifique du lac. Au lieu de cela, il choisit un lieu proche où il pouvait voir le mémorial que Margaret avait érigé. Une petite plaque sur le rivage qui disait « David et Emma Harper, réunis pour toujours ». Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, Margaret et Thomas se retrouvaient à cet endroit. Elle apportait des fleurs, il apportait sa canne à pêche. Ils passèrent quelques heures en silence complice, se rappelant comment une matinée de pêche ordinaire avait révélé un secret de 16 ans et donné une clôture à une famille détruite. Gerald Foster mourut en prison en 2018 à l'âge de 79 ans,
après avoir purgé 17 ans de sa sentence. Margaret apprit la nouvelle, mais ne ressentit ni soulagement ni satisfaction. Justice avait été rendue il y a longtemps. Maintenant, elle était concentrée sur vivre le reste de sa vie en honorant la mémoire de David et Emma de la meilleure façon possible. En 2020, quand Thomas Hartwell décéda à l'âge de 78 ans, Margaret était présente à ses funérailles. Dans son discours, elle dit « Thomas m'a donné le plus grand cadeau possible, la vérité. Grâce à une simple matinée de pêche, ma famille a enfin trouvé la paix. » L'histoire de David et Emma Harper devint un rappel que même les secrets les plus profonds finissent par émerger des eaux sombres du temps et que la justice, même tardive, vaut encore la peine.